Voilà, merci d'être avec nous pour cette séquence traditionnelle et importante du Congrès des régions de France, qui est cette expression, j'allais dire, polyphonique des territoires autour de cette notion de territoire uni. À l'instant, Renaud Muselier, vous nous en rappeliez la genèse en 2018 chez vous à Marseille, et vous avez aussi évoqué cette nécessité de faire leur bloc dans les moments compliqués. Là, les moments sont aussi compliqués. On va parler ensemble, c'est le thème de notre séquence, de la planification écologique, de tous ces grands enjeux qui viennent vers nous. Ma question première, elle est assez simple et j'aimerais que chacun d'entre vous puisse y répondre. On va commencer avec vous, évidemment, Renaud Muselier. C'est la manière d'associer les collectivités, la place de chacun. Vous l'avez dit dans votre discours à l'instant, il faut que les blocs de compétences soient clairs et bien répartis. Sur cette question, précisément, de la planification écologique, comment voyez-vous les choses, chacun dans vos domaines de compétences ? Déjà, les régions, nous, on a un peu l'aménagement du territoire, par exemple l'organisation des parcs régionaux. Nous sommes cofinanceurs globalement entre 30 et 70% de l'action des communes sur la totalité du territoire. Donc nous avons des capacités d'aider, d'action en se fixant des objectifs. Chacun fait comme il le souhaite dans sa propre région, mais globalement avec toujours le même intérêt, c'est d'essayer de rouler mieux, d'être à l'heure, de polluer moins. On s'insiste tous là-dedans. Je vous donne un exemple en tout cas en ce qui concerne la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous, on a voté le premier budget vert d'Europe, c'est-à-dire que 100% de notre budget est directement lié au climat. Donc il n'y a pas un euro qui sort de la région s'il n'y a pas une démarche environnementale. Mais on a par exemple voté un plan qui dit on veut 10 000 km de pistes cyclables. Je peux toujours les voter tant que je veux, je ne peux pas les tracer. Hein. C'est impossible. Et donc, il faut que je m'entende avec les territoires, les métropoles, les communes, bien entendu, pour voir en fonction des maires, qu'ils le souhaitent ou non, comment on finance ou on cofinance ça. On a décidé de planter un arbre par habitant, c'est-à-dire 5 millions d'arbres. Ça nous permet, nous, on les paye à hauteur de 80%, mais on ne peut pas les planter non plus. On ne sait pas le faire, ça. C'est la coordination qui n'est pas au rendez-vous. Et donc, c'est avec les communes que nous le faisons, avec les départements, en fonction des plans respectifs, ou eux-mêmes, en fonction des départements ou des communes, ils ont leur propre stratégie. Et donc, dans cette démarche-là, si nous avons la capacité je vous donne un exemple très simple, une commune qui veut refaire sa place, on la cofinance de façon très importante. S'il y a la MPR, c'est-à-dire la mobilité réduite, vous avez, si la place elle est minérale, on la cofinance pas, il faut qu'il y ait des arbres, il faut qu'il y ait des photovoltaïques pour l'éclairage, il faut qu'il y ait du tri sélectif, à ce moment-là on cofinance la place. Et il n'y a que comme ça que l'on peut avancer dans cette démarche-là en proximité. Je ne parle pas de la démarche d'État qui est encore autre chose, mais ça c'est le concret, le quotidien, les choix stratégiques qui sont faits. Merci. Alors justement, Jean-Léonce Dupont, en tant que vice-président de l'Assemblée des départements de France, ça fonctionne bien, on va vous entendre tout de suite. Quelle place prenez-vous, les départements, avec les compétences singulières qui sont les vôtres, notamment la question des solidarités? Quand on parle de planification écologique, il y a aussi ce volet sociétal important. Comment allez-vous vous coordonner avec ce que venait de dire à l'instant le président Muselier? Peut-être d'abord, je voudrais vous remercier de l'invitation et vous dire que je partage pleinement le titre de ce congrès, les régions au cœur des solutions. J'oserais même l'étendre en disant les territoires, évidemment le bloc communal, évidemment les départements et donc les régions, sont, me semble-t-il, au cœur des solutions des immenses problématiques que nous avons effectivement devant nous. Alors ça nécessite un certain nombre de choses que je ne vais pas développer parce que ce n'est pas le sens de votre question, mais ça nécessite quand même une liberté d'action et derrière une liberté d'action, une capacité effectivement à faire. Donc nous aurons à développer évidemment l'ensemble de ces points. Alors vous avez parlé de planification écologique. Pour être tout à fait honnête, le mot planification n'est pas le mot de la langue française que je préfère. Vous préférez lequel pour exprimer la même idée ? Je préfère réflexion, projection, analyse stratégique, déclinaison par des tableaux de bord, etc. Bon. Je préfère donc la planification biodégradable, si vous voulez, pour être dans le thème, pour être dans l'environnement écologique. Alors, peut-être quelques réflexions, quelques constats. Le premier, si vous voulez, puisqu'on a 2 projets de loi qui ont été adoptés, c'est l'accélération des énergies renouvelables et le projet de loi sur l'énergie nucléaire. Peut-être quand même une première déception sur le fait que les départements ont été écartés de la gouvernance locale dédiée aux énergies renouvelables. Je rappelle que
la collectivité départementale est probablement la collectivité qui, sur son territoire, dispose du plus important foncier. C'est vrai, évidemment, on pense à nos collèges, on pense à nos circonscriptions d'action sociale, on pense à nos casernes de pompiers, on pense à nos domaines routiers, on pense à nos espaces naturels sensibles. Nous avons un foncier disponible absolument considérable. Et vous imaginez bien que bon nombre des solutions qui vont être à mettre en œuvre vont se faire avec la nécessité de ce foncier. Donc la coordination dont parlait Renaud Muselier, elle va être nécessaire aussi. Si vous voulez, enfin, c'est une démarche générale. Vous savez, je pense que le département de France, mais comme nous tous ici, nous sommes toujours d'accord et toujours prêts pour être partenaires. Mais encore faut-il être partenaire. Et j'oserais ajouter, partenaire toujours prêt, assujetti jamais. Donc, ces choses étant dites, vous dire également que quelquefois dans la méthode, alors je ne vais pas me lancer dans un discours de la méthode, mais quelquefois on est surpris par certaines affirmations, appellations. Je prends par exemple le projet de circulaire du ministère sur la territorialisation de la planification écologique. Et qu'est-ce que je lis ? La COP territoriale organise à l'échelle des régions, doit permettre une territorialisation des objectifs pour une prise de conscience collective. Pour une prise de conscience collective. Et alors là, moi quand je lis ça, si vous voulez, je réagis immédiatement. Je me dis, ah bon, elle n'est pas faite déjà. Écoutez, j'aurais tendance à dire, mais vous avez compris que quelquefois j'étais un peu provocateur, il faudrait peut-être quand même que certains sortent du périphérique. Moi, je n'ai pas une réunion avec des collègues élus, qu'ils soient maires, qu'ils soient conseillers régionaux, où on ne parle pas de cette problématique. Mais non seulement on parle, mais on agit. Mais en plus on agit. Alors, je vous donne juste quelques illustrations, mais que beaucoup, je suis sûr, d'entre vous connaissent. Bon, par exemple, le département de la Dordogne, en 2010, nous sommes en 2023, en 2010, avait décidé, par exemple, de développer un plan de photovoltaïque sur l'ensemble de ses collèges. Aujourd'hui, la moitié, c'est fait. Vous connaissez tous la Vendée, on n'est pas très loin, et je pense que vous connaissez Vendée Énergie, qui a mis en place, dans le domaine de l'éolien, du photovoltaïque, qui produit du biogaz, qui produit même aujourd'hui de l'hydrogène, qui est en réalité totalement en pointe et démontre ce que sont en capacité de faire l'ensemble des territoires. Donc vous avez bien compris qu'effectivement on avait pris conscience. Je voudrais citer également l'Allier qui a programmé son autonomie énergétique pour 2035. Quelques exemples qui permettent de montrer que les territoires sont en mouvement. Personnel est beaucoup plus humble, le Calvados, mais je rebondis sur les propos de Renaud, bien sûr. Nous, on a mis un plan d'intérêt général sur la rénovation énergétique des logements en aidant directement les propriétaires. On a passé une convention expérimentale avec le premier bailleur pour, là encore, pouvoir l'accompagner sur la rénovation énergétique. D'ailleurs, je répète la demande que je fais au ministère d'un montage simple de ce qui peut effectivement accélérer. Alors, je prends par exemple le logement social. Je ne demande pas un plan national, génial, extraordinaire, sous condition, qui fasse qu'on aboutisse à la rénovation des logements. Je demande simplement qu'en ceux qui sont actifs, non-dormants, et les autres, eh bien les non-dormants, on les aide simplement avec une diminution de la perception RLS sur l'ensemble des logements. C'est extrêmement simple. Vous investissez, vous aurez une diminution des prélèvements. C'est aussi bête que cela. Donc vous voyez, quelquefois, la simplification est quelque chose de simple. On est sur des plans vélo très volontaristes, en coordination avec les territoires. On est sur de la route durable. On est dans la mise en place d'une sobriété numérique, car, vous le savez bien, derrière le numérique, ce sont des dépenses énergétiques absolument considérables. Tous les ans, nous organisons dans l'ensemble de nos services un déstockage numérique. Et puis naturellement, nous intervenons sur la gestion de l'eau, sur la mise en place des circuits courts, etc. Et tout ça, ça se fait en coordination, vous venez de le dire à l'instant, Jean-Léonce Dupont, avec vos partenaires des autres échelons territoriaux. Oui, je disais ça simplement pour expliquer à d'aucuns que nous avions donc largement pris conscience. Oui, pour la prise de conscience, c'est bon. Alors, une fois que j'ai dit ça, ce que je voudrais aussi dire, parce que à mon avis, c'est un des sujets qu'on rencontre souvent dans ce pays, essayons de fixer des objectifs atteignables. Je vous avoue que j'en ai un peu assez de fixation d'objectifs qui sont merveilleux en termes de communication, mais dont on sait dès l'énoncé qu'on ne les atteindra pas. Et donc dont on sait dès l'exposé qu'au moment du constat et du bilan,
nous serons en négatif par rapport au message positif qu'on a voulu envoyer. Et vous avez évidemment des exemples. Et je en tête. suis toujours dans l'idée maximum du possible. Si je rebondis sur les logements et la problématique des logements, avec, vous le savez, la classification d'un certain nombre de logements en ABCD, E, F, G, avec un G probablement débat du moment, mais qu'on a vu venir, nous, déjà depuis longtemps, applicable en 2025, nous savons très très bien que c'est un objectif qui n'est pas atteignable. Nous le savons. Et d'ailleurs, j'ai cru comprendre de vos voeux le qu'il y a, réalisme, en quelque sorte. au plus haut niveau du gouvernement, des discussions entre ceux qui se disent on va peut-être décaler dans le temps, et ceux qui disent non, surtout pas, restons sur nos principes absolument évidents et partagés, soi-disant, par tous. Non, fixons des objectifs atteignables, allons au maximum du possible. Et pour ça, très honnêtement, je pense que les territoires, quels qu'ils soient, sont objectivement dans cette démarche. Merci beaucoup, Jean-Léonce Dupont. Vous voyez André Léniel écouter attentivement vos voisins et collègues et opiner sur ce plan du juste nécessaire, ou en tout cas de ce qu'il est possible de faire. Et vous avez aussi, vous là, au-delà des fonctions qui sont les vôtres au sein de l'Association des maires de France, une compétence reconnue sur les questions de finances locales. Et on sait bien que quand on s'intéresse à ces sujets, la question du financement des objectifs et des actions se pose naturellement. Bien évidemment. D'abord, moi, je suis très heureux que Territoires Unis soit rassemblé. J'étais à Marseille lors de la création, tu le sais. Et c'est un lieu de dialogue et, j'allais dire, de concertation et de coordination. Et nous sommes en permanence dans cette nécessité de planification dans tous les domaines, et surtout le bloc communal, puisque je rappelle que le bloc communal a la clause de compétence générale. Nous ne sommes pas ciblés sur un certain nombre de compétences, ce qui est le cas des départements et des régions. Nous sommes sur l'ensemble des compétences, ce qui nous oblige, à l'évidence, d'être en permanence en dialogue et avec les régions et avec les départements pour que les uns et les autres puissent être efficaces. Mais moi, je veux bien qu'on nous demande en permanence de faire plus. Encore faudrait-il qu'on en ait les moyens administratifs et les moyens financiers. Nous sommes dans une période de recentralisation massive. Massive. D'abord, une recentralisation, j'allais dire, administrative. C'est dans tous les domaines. On nous balance, pardon de l'expression, des plans nationaux tous les 15 jours. Peut-être même parfois toutes les semaines. Je vais en citer que quelques-uns. Le plan eau, le plan chaleur, le plan handicap, le plan petite enfance, le plan école, le plan vert, le plan industrie. J'arrête. Sauf que sur tous ces plans qui viennent nous enserrer dans un certain nombre d'obligations administratives et juridiques, ne sont pas assortis, dans la plupart des cas, de la capacité financière de les mettre en œuvre. Et ça veut dire qu'on désigne des boucs émissaires en disant « mais comment, il y a un plan eau et vous n'avez pas tout fait ? Comment, il y a un plan chaleur et vous n'avez pas résolu la canicule ? Comment vous avez… » Je vais arrêter mon énumération, elle pourrait être longue. On a compris l'esprit. Mais vous avez compris l'esprit. Et moi, je vais vous parler simplement, en quelques chiffres, de la loi de finances 2024. Je préside par ailleurs, comme vous le savez, le comité des finances locales. Nous avions réunion du comité des finances locales mardi matin, où les ministres sont venus nous présenter la loi de finances initiale. On nous dit qu'il faut faire plus et mieux surtout. Et vous dites le compte n'y est pas, si j'ai bien entendu votre déclaration. Comme je me suis déjà exprimé, vous avez de bonnes lectures. Le compte n'y est pas, mais ça va beaucoup plus loin. Je le dis ici et j'invite l'État à s'asseoir à mes côtés pour en débattre. 2024 sera la plus mauvaise année budgétaire de ces 15 dernières années, j'aurais pu peut-être monter au-delà, en ce qui concerne les collectivités territoriales dans leur ensemble. Il y a l'inflation. Nous avons une baisse, j'allais dire en euros courants, des moyens consacrés aux collectivités dans le budget 2024. Mais à cela s'ajoutent les 5% d'inflation de cette année. Est-ce que ça sera 5,2 ? Est-ce que ça sera 4,8 ? Je prends 5 parce que c'est plus facile à calculer. Mais sur la base d'une inflation de 5% qui sera constatée au mois de novembre, puisque les constatations qui permettent d'augmenter les bases d'imposition se font au mois de novembre sur les chiffres de l'INSEE. Donc je ne vais pas aujourd'hui vous dire quel sera le chiffre de novembre, mais il sera probablement légèrement au-dessus de 5%.
Mais sur la base de 5% et sur la base des pertes de recettes qui sont d'ores et déjà actées, j'ai là le document qui m'a été confié par Bercy, donc moi je parle uniquement sur les chiffres du ministère de l'Intérieur, nous perdrons au bas mot en pouvoir d'action, moi je ne parle pas de pouvoir d'achat, Pouvoir d'action. Hein. je parle de pouvoir d'action pour les collectivités territoriales. Nous perdrons en 2024 5,5 milliards. Je répète mon chiffre, 5,5 milliards. Et je suis à disposition du ministre de l'économie et des finances, du ministre des comptes publics, de tous les ministres qui veulent bien dialoguer, pour faire vérifier mes chiffres, dont j'ai la certitude qu'ils sont exacts. Mes chers collègues, je vous laisse réfléchir. On nous demande de faire 6 milliards de plus par an pour la transition écologique. Mais comment allons-nous faire, toutes strates confondues, 6 milliards de dépenses nouvelles qui seraient sans doute utiles pour la transition écologique avec 5,5 milliards de moins? L'équation est posée. Elle n'est pas facile à résoudre, visiblement. J'attends qu'on nous apporte des réponses. Il y aura le débat parlementaire pour cela et j'espère que le débat parlementaire permettra de faire évoluer, je suis un éternel optimiste, vous l'aurez constaté, aura permis de faire évoluer la copie qui nous a été donnée mardi et qui a été divulguée au Conseil des ministres mercredi. Mais franchement, on ne peut pas en permanence nous mettre dans, j'allais dire, des injonctions contradictoires. Et elles sont quasiment dans tous les domaines actuellement. On nous dit qu'il faut faire de la réindustrialisation, mais vous n'aurez plus de retour sur investissement puisqu'on vous supprime la cotisation à la valeur ajoutée des entreprises. Et qu'en plus, elle n'est pas compensée puisque pour 2023, on nous a ponctionné 700 millions sur la compensation de la CVAE. Donc il faut qu'on arrête ce jeu de dupes. Il faut qu'on arrête, j'allais dire, cette partie de bonneteau où on nous cache les cartes en permanence et où on est sous les effets d'annonces. C'est extraordinaire. La tête de gondole de l'annonce en ce qui concerne les collectivités locales du budget 2024, c'est 220 millions d'augmentation de la DGF. Mes chers collègues, le calcul est vite fait. 220 millions d'augmentation de la DGF, c'est 0,8%. Alors que nous partons sur une base de 5% d'inflation. Ça veut dire qu'en réalité, 2024 sera en matière de DGF négatif. La plus mauvaise année des 15 dernières années. Et c'est vrai pour l'ensemble des financements des collectivités locales. Donc oui, nous sommes volontaires pour travailler ensemble. Et d'ailleurs, on le démontre depuis maintenant un certain nombre d'années. Oui, nous sommes volontaires pour la transition écologique. Mais nous qui avons la compétence générale, on doit aussi faire la politique sociale. Et aujourd'hui, ce sont dans beaucoup de nos villes des concitoyens qui, compte tenu de l'inflation, n'ont plus la fin du mois le 30, mais le 25 ou le 15. C'est ça la réalité. Et dans mon propre centre municipal d'action sociale, c'est 25% d'augmentation de personnes qui y viennent dans le besoin par rapport à il y a un an. Nous avons la nécessité de faire face à des obligations dans quasiment tous les domaines. Il faut que l'on se mette autour d'une table. Alors justement, qu'il y ait un véritable, je ne sais pas si ça sera un Beauvau, si ça sera un Bercy, des collectivités territoriales, où nous puissions nous parler franchement, les chiffres en main, pour que nous participions. Il faut que cet État, ce gouvernement, arrête de considérer que les collectivités territoriales sont des charges, sont des dépenses, ce sont au contraire des leviers pour moderniser la France, et c'est avec l'État qu'il faut que nous puissions le faire. Merci beaucoup André Léniel. Justement, Renaud Muselier, dans votre propos introductif, vous insistiez sur la nécessité de réaliser des expérimentations de manière concrète qui permettent de voir. Alors dans ce domaine, je reste sur notre sujet de la planification écologique, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Je sais que sur la région dont vous avez la charge, il y a eu des initiatives pilotes qui ont été menées depuis déjà 1 an. Est-ce qu'on peut déjà en tirer un premier retour sur expérience? Moi, je suis... oui, tout à fait. Nous, on a signé avec la Première ministre l'an passé, on fait le congrès annuel de tous nos maires. On a passé un accord, compte tenu du choix stratégique sur l'environnement que nous avons fait, comme je vous l'ai rappelé sur le budget vert, d'être territoire expérimental sur la planification écologique avec la Première ministre. Moi, je n'ai pas tout à fait le même avis qu'André. Moi, je pense que globalement, c'est l'État qui fixe la stratégie. À partir du moment où l'État fixe la stratégie, ils ne peuvent pas le faire sans nous. Mais en même temps, comme nous sommes des décentralisateurs, et nous à Marseille, on est peut-être encore plus décentralisateurs qu'ailleurs, on réalise bien qu'ils ne veulent pas décentraliser. Est-ce que c'est le gouvernement ou pas le gouvernement? Nous sommes face à une structure administrative qui dirige notre pays, qui fonctionne par silos. Et dans ces silos, d'un silo à un autre, on ne parle pas.
Et je donne comme exemple, parce que c'était le plus caricatural, lorsque nous avons eu la crise du Covid, et nous sommes allés chercher des masques, où vous avez l'ARS, enfin donc le directeur général de l'ARS, qui avait ordre de ne pas parler au préfet de région quand même. Et quand il a fallu organiser la distribution, ceux qui sont quand même quelque part les plus forts, c'était soit les pharmaciens avec les offices privés de distribution pharmaceutique ou le ministère de la Défense, qui sont des spécialistes dans la logistique. Ils ne se parlaient pas. Et nous, on avait fait le lien. Donc je ne crois pas globalement qu'on puisse avoir dans ce pays aujourd'hui, et en plus de toute façon, compte tenu de la majorité relative qui existe au niveau national, qu'on ait un acte de décentralisation. Et on a pu voir d'ailleurs dans le gouvernement précédent que quand on a fait les 3D, les 3DS et l'évolution, on a accouché de quelque chose qui n'était pas terrible. Bon, très bien. À partir de ce moment-là, fort de ce réalisme-là, moi j'ai demandé à ce que toutes les décisions soient prises par le préfet de région et moi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a tous les satellites de l'État, l'ADEME, etc., qui systématiquement quand même ont un moment pour valider leur existence, la nécessité et la capacité de mettre un tampon ou non. Et le pouvoir politique, la pression politique de l'élu local n'arrive pas à le faire passer. Parce que suivant l'interlocuteur que vous avez, le dossier que vous avez, on rencontre tout ça en permanence. Et donc là, nous, on regroupe, alors ça fait un certain nombre de réunions complémentaires, on regroupe tous les dossiers en préfecture ou à la région, un coup chez lui, un coup chez nous, et on fait en sorte que systématiquement, on avance sur tous les dossiers. On l'a fait avec M. Bonnel, exactement la même chose. Au niveau des régions de France, dans le cadre... Parce que, André, il y a un pays, il y a l'Europe. L'Europe, quand il décide quelque chose, il donne des moyens dans un système, mais ils ne peuvent pas le faire appliquer. C'est nous qui le faisons. Et donc, nous avons la nécessité de nous servir des fonds européens. Exemple très simple sur le pouvoir d'achat. Là, il y a eu une démarche au niveau européen où nous avons capté 25 millions d'euros, qui fait 250 euros par famille, non plus par personne. Ça fait 100 000 personnes dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en chèque, pouvoir d'achat quand même. C'est l'Europe qui a décidé de le faire, c'est pas moi, je suis incapable de le faire, moi. Par contre, j'ai la capacité de le faire. De le mettre en place, la mise en place. On l'a fait avec les services de l'État parce qu'eux-mêmes sont rentrés à ce moment-là dans l'âge et je l'ai fait sous l'autorité du préfet. Sur le volet environnemental, nous on a par exemple toute la zone industrielle de Fos. La zone industrielle de Fos avec le port de Fos, on a, grâce à France 2030 et ce qui a été organisé par l'État, des projections de potentialité de développement sur des investissements à hauteur de 12 milliards d'euros sur un certain nombre d'entreprises. C'est énorme. Avant France 2030, on ne l'avait pas. Hein. On avait le terrain. On avait le grand port maritime, mais on n'avait pas la capacité d'avoir ces investissements potentiels sur notre territoire. Donc c'est France 2030 qui fait l'effet de bras de levier. Mais qu'est-ce qui ne m'arrive pas derrière? Ah ben alors j'ai la tortue Hermann, j'ai le pissenlit je sais pas quoi, et du coup je ne peux plus rien construire. Donc j'ai 12 milliards de potentiel d'investissement. J'ai le gouvernement français par l'intermédiaire de France 2030 qui me met des moyens complémentaires et je ne peux pas au niveau du terrain. Parce qu'il y a... C'est les injonctions paradoxales ou contradictoires dont nous parlait André. C'est des injonctions contradictoires, ou c'est un... Et moi, je contourne ça parce que je suis un garçon extrêmement positif. L'organisation structurelle du pays, où à un moment, il y a un patron qui doit décider. Comme le patron de la totalité des services de l'État, c'est pas moi, mais c'est le préfet de région, ben je me mets avec le préfet de région et j'obtiens mes tampons. Voilà. Et donc, c'est une technique un peu différente pour contourner l'obstacle de la décentralisation qu'on n'aura pas. C'est dans le cadre de l'expérimentation qu'on a souhaité et qu'on a voulu, que pour ma part, j'ai organisé dans la région et qui me permet de sauter d'énormes problèmes par rapport à des administrations complémentaires qui ne veulent pas faire avancer nos dossiers en se servant, justement, sur des textes de loi qui relisent à leur manière. Merci Renaud Muselier. Voilà, vous êtes entendu dans la salle. Jean-Léonce Dupont, vous souhaitiez compléter, réagir pour les départements? Oui, je partage très honnêtement tous les propos qui viennent d'être tenus, y compris sur l'idée que la stratégie est établie à un niveau national et que nous sommes effectivement donc des opérateurs efficaces. Je partage les propos d'André, évidemment sur ici la non-indexation pour département de France, sur les 8,3 milliards de DGF, la non-indexation, c'est en réalité un demi-milliard d'efforts cette année, plus d'1 milliard sur les 2 exercices différents. Ça suffit. Quand on nous dit on va appeler à l'effort des collectivités, non, il n'est pas appelé, il est déjà fait. Et donc au moins qu'on ait l'honnêteté de le reconnaître. Oui, les collectivités participent à l'effort. Et quand on parle de difficultés des finances publiques en France, il faut que nous ayons conscience. C'est le problème des finances publiques de l'État.
d'un État qui, depuis 50 ans, n'a pas présenté un seul budget en équilibre et, avec le problème du renchérissement des taux d'intérêt, va voir sa charge de la dette doubler d'ici à 2027, avoisiner les 80 milliards, qui va devenir le premier budget de l'État devant l'éducation nationale, devant la défense. Le vrai problème, c'est le budget de l'État. Alors au problème qu'ont soulevé et Renaud et André, excuse-moi, je suis tellement emporté, s'ajoute pour la strate départementale un certain nombre de problèmes supplémentaires. Vous le savez, nous avons en charge la solidarité. Et nous avons subi, dans les 15 mois qui viennent de s'écouler, sur un certain nombre de décisions gouvernementales, nous avons subi avenant 43, médico-social, RSA, prime pompier, point d'indice, 2,5 milliards de dépenses supplémentaires pour la strate départementale. 2,5 milliards. À ces 2,5 milliards supplémentaires, nous avons, vous le savez bien, une explosion des dépenses de solidarité pour lequel, au mieux, sur cette politique nationale... Je vais être obligé de vous interrompre car on annonce l'arrivée de la Première ministre. On va reprendre quelques instants. Renaud Muselier, vous êtes attendu à l'accueil, pour l'accueil républicain. Voilà, on m'indique cette information en direct. Merci à vous. Donc nous avons une explosion des dépenses sociales, une explosion de l'aide sociale à l'enfance, car depuis la crise Covid, nous avons une inflation du nombre de déclarations de situations préoccupantes, auxquelles s'ajoute la problématique des MNA, sur lequel, vous le savez, nous sommes confrontés à des réalités qui embolisent l'ensemble de nos services. Et par rapport à tout cela, au-delà des problèmes d'inflation, nous avons une diminution de nos DMTO que Bercy envisageait au mois de juin à moins 6%. Nous avions alerté Bercy poliment pour expliquer que la réalité serait bien au-delà. Nous sommes aujourd'hui aux alentours de moins 20%. Et j'ose espérer que nous n'atteindrons pas les moins 30%. Nous avons un cycle de base et nous avons des phénomènes cycliques. Nous sommes évidemment dans un phénomène cyclique. Et par rapport à tout cela, je voudrais dire que, réunis au mois de juin par le ministre de l'Économie et des Finances, qui, voulait nous faire valider ces projections à venir que nous ne validions pas, 2, voulait nous faire nous engager à une diminution de l'endettement des collectivités, et 3, voulait mettre en place un système au cas où nous aurions des recettes plus dynamiques de l'inflation, constituer un fonds assurantiel. 1, nous n'avons pas validé le constat. 2, j'ai pris simplement l'engagement auprès du ministre que non seulement nous n'allons pas nous désendetter, mais nous allons nous réendetter. Pour une raison simple, les collectivités locales qui ont connu ces 2 dernières années un cycle plutôt porteur se sont désendettées. L'État, qui a connu des recettes nouvelles exceptionnelles avec l'inflation, a continué à s'endetter. Mais par contre, sur les années qui viennent, par rapport au problème que nous avons réglé du mur de vieillissement, la génération du baby-boom devient la génération du papy-boom qui rentre dans la dépendance. Et ça, c'est pour les 10 ans qui viennent. Nous aurons une explosion des dépenses sur la dépendance. Sachant que, rappelez-vous... Oui, la démographie, on a les chiffres. Le président Chirac avait prévu un plan, le président Sarkozy avait prévu un plan, le président Hollande avait prévu un plan. Je ne vous continue pas la liste. Nous sommes toujours dans l'attente de ce projet sur la dépendance et sur le financement de la dépendance. Avec un impact financier considérable à venir. Donc, devant le mur du vieillissement et devant la nécessaire transformation environnementale que nous avons à conduire, après une période de désendettement des collectivités, en particulier de la strate départementale, oui, le seul engagement que nous pouvons prendre, c'est nous engager à nous endetter. Et la vraie question qu'il faut quand même poser et que Renaud a amorcée, c'est quand même la redistribution et l'organisation du pouvoir central. Et je le dis vraiment de façon forte. J'étais en début septembre auditionné dans le cadre des régions du congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe, et notamment sur l'application de la Charte européenne de l'autonomie. Alors je voudrais vous dire 2 choses quand même pour qu'on prenne un certain nombre de conscience. La Charte, elle a été signée, le protocole a été signé par la France en novembre 2009. Elle a été ratifiée,
en octobre 85. Elle a été ratifiée en 2007. C'est-à-dire qu'il a fallu 22 ans à la France pour ratifier un document qu'elle avait signé. Et le protocole additionnel qui date de 2009, eh bien je vous rassure, il n'a pas été ratifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas une volonté centrale de travailler réellement avec les territoires. Je rejoins les propos d'André sur la renationalisation, la recentralisation rampante. Je me suis permis de voir les éléments de la charte sur les ressources financières des collectivités locales, l'article 9. Qu'est-ce qu'elle dit? Les collectivités locales ont droit, dans le cadre de la politique économique nationale, à des ressources propres suffisantes dont elles peuvent disposer librement. Disposer librement. Dans ce pays qui, à un moment donné, a mis en place ce qu'on a appelé les contrats de Cahors. Absolument merveilleux. Une partie au moins des ressources financières des collectivités locales doit provenir de redevances et d'impôts locaux dont elles ont le pouvoir de fixer le taux dans la limite de la loi. Aujourd'hui, régions et départements n'ont plus aucun pouvoir de taux. Et la seule variable d'ajustement budgétaire qui est la nôtre en cas de retournement, c'est l'effondrement de l'investissement et l'accélération d'un cycle de décroissance par ces engagements des collectivités locales. Ayons conscience de cela. On entend la gravité de votre ton, Jean-Léonce Dupont, sur ces sujets essentiels. On me dit que la Première ministre va nous rejoindre dans quelques instants. Un dernier mot peut-être pour terminer cette séquence de Territoires Unis. On a vu que sur l'essentiel, vous étiez vraiment unis sur ces questions-là. André Léniel. Territoires Unis n'usurpe pas son titre. Nous sommes unis. Nous sommes unis à la fois sur le constat, qui est un constat de recentralisation massive. Recentralisation administrative. Je n'ai pas évoqué le zéro artificialisation nette. On en a parlé hier, ZAN. Vaste sujet, nous pourrions faire quasiment la journée sur le sujet. Mais comment nous demander à la fois de réindustrialiser la France? Nous sommes tous favorables à la réindustrialisation, soit par la création d'entreprises dans des domaines nouveaux, soit par le rapatriement d'un certain nombre d'éléments qui sont utiles à l'indépendance nationale. Mais si nous n'avons ni le retour sur investissement avec la suppression de la CVAE, ni la liberté d'utilisation bien entendu, dans des normes raisonnables, pour pouvoir accueillir les industries, on fait comment? Et c'est à cela que nous allons être confrontés. Beaucoup de nos collègues, je pense à mes collègues maires, ont l'impression que le ZAN, c'est encore un objet volant non identifié. C'est quelque chose qui se balade au-dessus d'eux, un drone, n'est-ce pas, législatif qui se balade, mais qui n'a pas encore touché réellement nos élus. Mais quand ils vont se trouver confrontés à la réalité du cadenas qui va être mis sur l'utilisation du foncier, outre le fait que ça fait d'ores et déjà augmenter massivement le prix du foncier, ça entraînera une double crise, la crise du logement, qui est déjà une crise massive. Ça fait 5 ans qu'avec François Baroin, nous avons poussé un cri d'alarme sur la crise du logement qui était devant nous. Elle n'est plus devant nous. Nous sommes dedans. Et elle va s'aggraver avec les mesures qui nous sont annoncées en termes de logement social en particulier. Et puis, c'est bien entendu, j'allais dire, la contrainte. Nos impôts sont quasiment tous nationalisés. C'est vrai de la taxe professionnelle, c'est vrai de la taxe d'habitation, c'est vrai de la CVAE. On va peut toutes les énumérer, on va arrêter cette séquence, puisque la Première ministre arrive dans la salle. Ça aurait été bien que la Première ministre entende mon propos. Voilà, on me signale qu'elle est en train d'arriver. Est-ce que je peux juste vous poser une question pour conclure? Allez-y. C'est une question, c'est une incitation à la réflexion que je voudrais poser. À quel point d'inflexion, à quel moment une technocratie devient une technocrature? Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Renaud Muselier qui a dû nous quitter pour accueillir la Première ministre qui va nous rejoindre. C'est imminent, me dit-on.